Bonsoir tout le monde. Alors on continuera notre cours sur les généralités sur les hormones par le quatrième chapitre qui est dédié aux hormones. Alors, au cours de ce chapitre, on va voir six titres, à savoir la définition des hormones, leurs propriétés, ce sera vraiment des propriétés mais brièvement, on va voir les différentes propriétés importantes pour les hormones, leur classification qui va jouer un rôle très important dans la compréhension de mécanismes des hormones, la sécrétion hormonale, destinée des hormones et le mécanisme régulateur du fonctionnement endocrinien. Je vais diviser ce chapitre en deux vidéos. La première, je vais faire définition, propriété, classification. Et la deuxième, ce sera dédié pour la sécrétion hormonale, destinée des hormones et le mécanisme régulateur du fonctionnement endocrinien. À savoir comment l'hormone est sécrétée, comment on va arrêter sa sécrétion, la régulation, grosso modo. Alors pour la définition, alors le mot hormone en réalité était tiré du mot latin hormi, qui signifie impulsion. Il a été créé pour la première fois en 1905 par le physiologiste anglais Starling. Après avoir travaillé avec son beau-frère Baylis sur une hormone qu'ils l'ont appelée sécrétine. Et en 1905, ils ont créé le mot hormone qui signifie impulsion, ils ont rajouté le suffixe en. Alors, c'est quoi des hormones? Biochimiquement, c'est des molécules messagères. Donc, si on dit c'est des molécules messagères, donc travailler, ils vont assurer le travail d'intermédiaire entre une cellule émettrice et une cellule réceptrice. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est des molécules messagères. Deuxième des choses, ce qui signifie une signalisation intercellulaire. Deuxième des choses, c'est-à-dire ils seront véhiculés par qui? La deuxième des choses, c'est que toute hormone est véhiculée par le sang. Si vous dites hormone égalera sang. Donc, hormone reliée à la circulation sanguine. Si on emprunte la circulation sanguine, c'est qu'on va agir à distance. Là, il faut faire très attention. C'est pas le fait que cette hormone emprunte la circulation sanguine, c'est qu'elle va intervenir tout le temps à une distance très longue. Elle peut emprunter la circulation sanguine, mais elle va agir dans un lieu très proche. Troisième des choses, puisque c'est une molécule messagère, donc elle va cibler des cellules cibles, c'est des cellules réceptrices. Donc au niveau des cellules réceptrices, il faut qu'il y ait, si vous voulez, il faut qu'il y ait un récepteur qui va recevoir cette hormone pour continuer après la signalisation intracellulaire. Deuxième des choses par rapport aux propriétés. Alors les hormones sont des messagers chimiques. Donc c'est des messagers chimiques qui sont très actifs à faible concentration. C'est exactement la même chose comme les enzymes. Donc leur activité, elle est importante, mais le fait de dire qu'elle est importante et cible plusieurs types de cellules réceptrices, ça ne signifie pas qu'ils vont agir à une concentration très élevée. À l'inverse, ils agissent à des concentrations très 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 faibles. La deuxième des choses, c'est que leur efficacité, elle est tout le temps proportionnelle à la quantité sécrétée. C'est-à-dire, s'il y a une quantité importante, j'aurai une exagération de l'activité, ce qui cause une pathologie. La même chose, s'il y a une diminution de la quantité, j'aurai aussi des signes cliniques. Donc, il y a toujours un équilibre normal. Si je le dépasse, ça sera une hyper. S'il y a moins, ça sera hypo. Troisième des choses, c'est que la sécrétion de ces hormones, elle est toujours assurée par des cellules endocrines. Ça signifie une glande endocrine. Juste après, on va voir c'est quoi une glande endocrine. Alors, ces cellules endocrines qui vont former une glande endocrine, c'est que la particularité dans la glande endocrine, c'est que c'est des cellules bien différenciées, associées entre eux pour sécréter cette hormone.
Donc la logique c'est quoi? C'est que puisque ces cellules vont sécréter de l'hormone, donc cette glande doit être richement vascularisée, puisque leur rôle c'est quoi? C'est de déverser ces hormones dans la circulation sanguine. Et on va voir cette glande endocrine, quelle est la différence par rapport à une glande exocrine. Quatrième propriété, elle est importante, c'est que toute hormone elle a une sécrétion basique. Ça signifie l'homéostasie, c'est-à-dire il n'y a pas de facteur exogène, il n'y a pas un facteur déclenchant, j'ai toujours une sécrétion basique. Que ce soit l'exemple de l'insuline, glucagon, la GH, la TSH, ce que vous voulez, on a tous pour chaque hormone une sécrétion basique. Après, tout dépend de la situation physiologique, j'aurai des pics. Et là, on va dire que toute hormone a une sécrétion basique avec un rythme de sécrétion. J'ai toujours un temps dans la journée où j'aurai une quantité importante, après j'aurai une quantité faible, après j'aurai une quantité importante. Donc ça jalonne entre la quantité basique et les pics. C'est pour ça qu'on a dit c'est des impulsions, parce que j'aurai pas toute la journée la même quantité, mais ça jalonne entre une sécrétion basique et des pics. Alors, la dernière propriété, c'est quoi? C'est que ces hormones sont libérées dans le sang. Et c'est que leur action, elle est à distance sur des tissus ou sur des organes cibles. Et même une hormone, elle peut cibler plusieurs cellules dans le même organe. Passons maintenant à la glande endocrine. C'est quoi une glande endocrine? Alors, en fait, une glande endocrine, c'est un ensemble de cellules différenciées. Leur rôle, c'est quoi? C'est de fabriquer une hormone. C'est-à-dire, ils sont là pour faire le travail de fabriquer une hormone qui va agir après sur différentes cellules cibles. Donc, ces cellules-là, elles vont s'associer pour former une glande. Deuxième des choses, c'est que le déversement de cette hormone ne nécessite pas la présence d'un canal, qui est le cas d'une glande exocrine. La glande exocrine, il faut qu'il y ait un canal. Les glandes endocrines, non. C'est-à-dire, c'est un amas de cellules, il est bien vascularisé. Dès qu'on synthétise l'hormone et dès qu'on reçoit le signal de sécrétion de cette hormone, l'autorisation de la sécrétion, nos cellules commencent à déverser directement de la cellule qui synthétise, qui est la cellule émettrice en réalité, dans la circulation sanguine. Alors, dans le corps, parmi plusieurs glandes, on a des glandes endocrines dans notre organisme. À savoir, vous avez l'hypothalamus, vous avez l'hypophyse, vous avez la parathyroïdie, la thyroïde, le pancréas, la surrénale, le rein, testicule et l'ovaire. Alors en réalité, la plupart des gens, ils connaissent uniquement ces glandes, c'est-à-dire c'est les plus fréquentes. Mais en réalité, on a d'autres glandes, on va les voir après. C'est des organes qui sont normaux, qui travaillent, mais ils ont aussi un rôle endocrine. Le cas du rein, le cas du cœur, l'intestin, l'estomac. Tous ces organes-là, ils sont là pour faire une activité physiologique et parmi cette activité physiologique, ils peuvent assurer une fonction endocrine et je vais résumer les glandes endocrines dans le tableau juste à la fin de ce titre des glandes endocrines. Alors, la particularité de ces glandes endocrines, c'est quoi? C'est que c'est des glandes endocrines, c'est qu'ils existent partout dans le corps. Regardez, il y a certains dans le cerveau, il y a certains... Ils sont au niveau rénal, il y a certains dans les organes sexuels. Donc, j'ai dans la plupart du corps. Alors, leur fonction est toujours contrôlée. Ça, c'est une notion très importante. Il n'y a aucune glande endocrine qui échappe à une régulation. Toujours, il y a une régulation. La régulation commence déjà le signal de déclenchement de la sécrétion de l'hormone. Même de la synthèse de l'hormone, il y a déjà une régulation. Alors là, pour sa sécrétion. Deuxième des choses, c'est que ces hormones-là, ils seront délivrés dans la circulation sanguine, mais aussi, ils vont agir, ces hormones, à distance, oui, mais ils peuvent agir aussi localement. Et troisième des choses, c'est que le mécanisme de stimulation de ces glandes peut être soit par une autre hormone, le cas de l'hypophyse, qui sera stimulé par l'hypothalamus, soit par des stimulations neuroendocriniennes. Peut-être un neurotransmetteur va stimuler une glande.
Donc, pour ce qui est glande, c'est pas le fait que cette glande endocrine, elle est là, elle a un rôle important, c'est de sécréter une hormone pour cibler des cellules. Donc, il faut ignorer que elle-même, elle est aussi une cellule réceptrice en réalité. Elle reçoit un signal plus puissant que son signal pour qu'elle commence à synthétiser, à sécréter ses hormones et à cibler d'autres cellules. C'est-à-dire que ça sera toujours dans la même optique, c'est ce qu'on appelle la coordination entre les différents organes et cellules pour avoir une meilleure coordination. Alors, et là, voici les principales glandes endocrines. Regardez, j'ai le tissu adipeux qui sécrète une hormone qui est la leptine, qui cible l'hypothalamus. J'ai la cortico-surrénale qui synthétise plusieurs hormones qui vont cibler plusieurs organes. Alors, j'ai la médulo-surrénale, j'ai le cœur aussi qui synthétise les facteurs natriurétiques qui vont cibler le rein. Regardez, c'est pas le fait que le rein, là, il est une cellule réceptrice qui ne sera pas une cellule émettrice. C'est pour ça que je vous ai dit au début du cours, c'est qu'une cellule émettrice, elle peut devenir cellule réceptrice. Et une cellule réceptrice, elle peut devenir une cellule émettrice. Le cas du rein. Regardez, synthétise de l'érythropoïétine qui cible la synthèse des globules rouges et tout au niveau de la moelle osseuse. Vous avez l'épiphyse qui synthétise la mélatonine qui cible l'hypothalamus. J'ai l'estomac. J'ai la peau qui synthétise de la vitamine D qui stimule aussi la cible de la vitamine D, ça sera l'intestin, aussi le rein. Testicule, la même chose, la testostérone qui va cibler plusieurs organes. Donc il n'y a pas que l'hypothalamus, l'hypophyse, la parathyroïde, la thyroïde, il y a d'autres. Regardez les cellules bêta de Langerhans, la même chose, vous avez l'insuline, alpha de Langerhans, le glucagon. Donc ne dites pas que le fait que j'ai une glande bien différenciée, donc j'ai uniquement ces glandes. Le cas du tissu adipeux, c'est un tissu qui est vraiment ajusté avec des adépocytes. Mais il n'est pas vraiment bien différencié par rapport à la thyroïde, par rapport au rein et tout. Mais regardez, il assure un rôle endocrinien. Alors maintenant, la classification de ces hormones. Alors la classification des hormones, elle est basée sur 3 critères. Alors on peut classer les hormones selon leur fonction, on peut les classer selon leur structure chimique, on va voir, et la troisième, selon leur solubilité, ce qu'on appelle une propriété biophysique qui est la solubilité. Alors les hormones peuvent être classées selon leur fonction en 2 catégories. Alors j'aurai les hormones systémiques et les hormones trophiques. Alors les hormones systémiques, c'est quoi? C'est que c'est des hormones qui vont agir directement sur des cellules cibles somatiques, soit pour assurer une fonction biochimique, soit assurer une fonction structurale, soit une fonction, si vous voulez, métabolique, surtout métabolique. Alors c'est le cas de l'insuline. L'insuline, j'ai les cellules bêta de Langerhans, leur système qui va déclencher, c'est notre glycémie. Donc s'il y a augmentation de la glycémie, va provoquer la stimulation de la sécrétion de l'insuline, et l'insuline, elle va intervenir directement. Donc j'ai un élément qui est immoral au niveau de sanguin. Dès qu'il y a un changement de si vous voulez, cette constante qui est la glycémie, je commence vers le haut, je commence à sécréter. Mais j'ai aussi les hormones trophiques. Les hormones trophiques, c'est quoi? C'est que c'est une glande qui va sécréter l'hormone, maintenant qui va déclencher la sécrétion de cette hormone. En réalité, c'est une autre hormone. Donc cette autre hormone, on va l'appeler une hormone trophique, c'est-à-dire dès que la première glande sécrète l'hormone, cette hormone, elle va partir directement, elle va cibler une deuxième glande. Et cette deuxième glande, stimulée par la première hormone, va fabriquer elle-même une deuxième hormone. Et donc, ces hormones-là, on va les appeler les hormones trophiques. Et regardez, on a dit ici, c'est une hormone d'une glande, dont la fonction principale, c'est quoi? C'est stimuler la sécrétion d'une autre hormone dans une autre glande. Et on va appeler ça une hormone trophique. Alors, maintenant, deuxième classification, qui est la classification selon la nature chimique. Alors, comme je viens de vous dire dans la première vidéo sur les messagers chimiques, la différence entre les cytokines et les hormones. En réalité, les hormones, ils ne sont pas uniquement de nature
protéiques, mais peuvent être de nature qui dérivent des acides aminés, peuvent être des peptides, des protéines, des dérivés de lipides, à savoir des dérivés des acides gras, des stéroïdes et même des dérivés de rétinoïdes. Le cas de la vitamine A, avec son acide rétinoïque qui va assurer la fonction hormonale. Et vous avez aussi des petites molécules organiques, on va les voir. Donc, les hormones, ils ont une diversité de structures. Alors, pour les polypeptides, là, j'ai mis des tableaux où j'ai mis toutes les hormones en fonction de leur structure. Dans les polypeptides, j'ai la corticotropine releasing factor qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui va partir dans l'hypophyse. Regardez, elle va sécréter de l'adrénocorticotropique hormone qui est la CTH. Et la CTH, elle va cibler, sécréter au niveau de l'hypophyse, l'antéro-hypophyse, elle va cibler la corticosurrénale pour la synthèse du cortisol. C'est des hormones polypeptidiques. Vous avez aussi la TSH, vous avez la FSH, la ALH. Vous avez d'autres, vous avez l'ocytocine, le glucagon, l'insuline, tout ça, c'est leur propriété, leur nature, elle est polypeptidique. Et si vous regardez bien, il y a une quantité importante, il y a un nombre très élevé, d'hormones de nature polypeptidique. La deuxième nature, c'est des dérivés d'acides aminés. Alors là, vous aurez surtout les chefs de file, c'est les hormones thyroïdiennes, qui sont des dérivés de la tyrosine. Et là, vous avez la thyroxine qui est la T4. Pourquoi T4? Parce qu'elle est iodée par 4 molécules d'iode. Alors la T3, j'ai 3 molécules d'iode. Et si vous voyez bien, c'est une association de 2 molécules de tyrosine, même ici. C'est pour ça qu'on les appelle des dérivés de tyrosine. Et j'ai aussi d'autres molécules, à savoir l'épinéphrine qui est l'adrénaline. Le nom chimique, c'est l'épinéphrine. Norépinéphrine, c'est le noradrénaline. Le nom chimique, c'est le norépinéphrine. Et vous avez aussi l'histamine qui dérive aussi de l'histidine. Alors, vous avez aussi d'hormones de nature stéroïde, à savoir les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, les œstrogènes, les androgènes, les progestanes et la vitamine D. Toutes ces hormones-là, si vous voulez, précurseur principal, c'est le cholestérol. Donc, le cholestérol, il est représenté par le noyau stéroïde, qui est les 4 cycles, si vous voulez, A, B, C et D. Donc, le noyau stéroïde, c'est lui qui va donner la structure de ces hormones stéroïdiennes. Vous avez aussi des dérivés d'acides gras, à savoir les prostaglandines qui dérivent de l'acide arachidonique. Et vous avez aussi l'acide rétinoïque qui dérive de la vitamine A, qui aussi peut agir comme une hormone. Et là, je vous rappelle que les deux vitamines qui peuvent agir comme des hormones, vous avez la vitamine D et vous avez la vitamine A. Alors, dernière classe qui est les petites molécules inorganiques, le cas le plus parlant, c'est l'oxyde nitrique qui est le NO. Alors, l'oxyde nitrique, c'est que non seulement c'est une hormone de petite, sauf que il peut agir d'une manière paracrine, c'est-à-dire sur des cellules voisines. Il peut gagner la cible via la circulation sanguine, mais la plupart du temps, il agit d'une manière autocrine. Paracrine. Et quand il arrivera dans la cellule cible, vous allez voir que le NO va lier des enzymes, il va modifier ces enzymes, il va entraîner un changement dans l'activité enzymatique. Et on va voir ça quand on fera les récepteurs, et on va voir le cas des récepteurs à activité GTPase, et on va parler sur cet oxyde nitrique. Alors maintenant, troisième critère de classification de l'hormone, de ces hormones, c'est leur solubilité dans le milieu aqueux. En réalité, si on voit bien l'action de ces hormones par rapport à ces récepteurs, on voit qu'il y a une distinction, il y a deux types de récepteurs. Pourquoi j'ai deux types de récepteurs? Alors, c'est parce que
c'était par rapport à la solubilité des hormones. On a remarqué que les récepteurs des hormones, il y a des récepteurs qu'on les appelle des récepteurs membranaires, ils sont au niveau membranaire. Par contre, il y a d'autres hormones, ils vont traverser la membrane cytoplasmique de la cellule réceptrice toujours, ou la cellule cible, ils vont se lier avec leurs récepteurs au niveau cytoplasmique. Et là, il faut faire très attention, on va les appeler récepteurs intracellulaires. Et là, c'est une nouvelle notion, c'est qu'elle est basée sur quoi? Sur la solubilité de nos hormones. Donc là, je n'aurai pas uniquement un récepteur qui est toujours transmembranaire au niveau de la membrane cytoplasmique, mais je peux avoir des récepteurs à l'intérieur de la cellule. Et là, il y a une autre notion qui va venir aussi, c'est que mon hormone va traverser, parmi ces hormones, il y a certains qui peuvent traverser la membrane cytoplasmique, ils vont se lier à leurs récepteurs au niveau cytoplasmique. Donc la fin de la signalisation pour ces hormones-là intercellulaires se terminera à l'intérieur de la cellule et pas comme ceux des récepteurs membranaires au niveau membranaire. Pourquoi on a eu ça en effet? C'est par rapport à la solubilité. Tout ce qui est hydrosoluble, il ne peut pas traverser la membrane cytoplasmique, donc leur récepteur il sera membranaire. Pourquoi on dit membranaire ou transmembranaire? Transmembranaire, on va voir les récepteurs dans la vidéo prochaine. C'est que dans le chapitre prochain, pardon, vous allez voir que ces récepteurs-là, ils traversent la membrane. Donc ils ont une partie extracellulaire, une partie membranaire, une partie intracellulaire. C'est pour ça qu'on les appelle transmembranaires. Mais c'est des récepteurs, si vous voulez, ancrés dans la membrane. Et toute molécule hormonale qui est d'origine liposoluble, donc elle peut traverser la membrane cytoplasmique. Donc si elle peut traverser la membrane cytoplasmique, elles vont lier le récepteur au niveau cytoplasmique. Et là, on va voir aussi, quand on fera les récepteurs, la différence entre les récepteurs membranaires et les récepteurs intracellulaires. Et là, pour les molécules hydrosolubles, j'ai les acides aminés, les dérivés d'acides aminés, les polypeptides, les protéines et des dérivés des acides gras. Alors, les dérivés d'acides gras, j'ai aussi, donc, comme les prostaglandines, ils interviennent quand sont des molécules hydrosolubles, donc ils ont si vous voulez, des récepteurs transmembranaires. J'ai des neurohormones, les neurotransmetteurs, cytokines et les facteurs de croissance. C'est-à-dire, tout ce qui est hydrosoluble, il est censé avoir des récepteurs membranaires. Maintenant, tout ce qui est liposoluble, il est censé traverser la membrane cytoplasmique et se lier avec leurs récepteurs au niveau cytosolique, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Mais il faut faire très attention, il y a toujours des exceptions. C'est le cas des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, c'est des dérivés d'acides aminés. Ils ont une partie hydrophobe, ils ont une partie hydrophile, mais leur récepteur, il est intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, mais ils ont aussi des récepteurs membranaires. Donc, ils ont les deux en même temps. Et vous allez voir ça quand vous allez traiter la thyroïde. Et ils vont vous parler sur l'effet des hormones thyroïdiennes. Ils vont vous dire, ils vont vous citer les récepteurs au niveau membranaire, qu'est-ce qu'ils vont donner comme effet. Et les récepteurs au niveau cellulaire, à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire c'est des récepteurs intracellulaires, qu'est-ce qu'ils vont assurer comme effet. Et je vous remercie pour cette première partie. La deuxième partie de la vidéo, on va voir la suite sur les hormones.